Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est pile à la frontière entre la fascination et, il faut le dire, une certaine inquiétude. Oui, la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Exactement. On va analyser en profondeur comment l'IA est en train de créer une toute nouvelle génération de menaces. Imaginez un instant un virus, mais qui ne serait pas un simple code figé. Plutôt une sorte d'entité numérique? C'est ça. Une entité capable de changer de forme, de s'adapter, de se réécrire toute seule en temps réel pour ne jamais être attrapée. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est plus de la science-fiction, ce n'est plus un film, c'est une réalité technique, documentée. On est en plein dedans. Absolument. Et pour comprendre ce qui se passe, on s'appuie principalement sur un rapport très récent et très détaillé du groupe de renseignement sur les menaces de Google. Ils viennent de tirer la sonnette d'alarme. Oui, c'est une source très sérieuse. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de suivre un peu notre approche habituelle. D'abord, on contextualise, on pose les bases. Ensuite, on décontextualise avec des exemples très concrets pour bien comprendre les mécanismes. Et enfin, on recontextualise, on revient à la stratégie globale, comment on se défend. Et le point départ de tout ça, c'est un vrai changement de paradigme. Jusqu'à il y a peu, les cybercriminels utilisaient l'IA comme un assistant. Pour mieux écrire un mail de phishing, par exemple. Voilà, pour trouver des cibles. C'était un outil de support, quoi. Mais maintenant, l'IA est devenue le moteur. C'est le cerveau actif de l'attaque. Alors pour que ce soit vraiment concret, il faut qu'on regarde comment ça marche. Le rapport de Google met en lumière un cas qui est fascinant. Il a un nom un peu digne d'un film d'espionnage. Promptflox. Promptflox, oui. Qu'est-ce que c'est ce Promptflox? À la base, c'est ce qu'on appelle un dropper, un chargeur en français. Le genre de petit programme qui s'infiltre discrètement pour ensuite installer des choses bien plus méchantes. C'est ça. Sauf que celui-là, il a un truc très spécial. Ah oui, un truc qui change complètement la donne. Sa particularité, et c'est là que ça devient à la fois brillant et terrifiant, c'est qu'il utilise l'API de Gemini, l'IA de Google. Attendez, il utilise un outil de Google contre Google, en quelque sorte. Comment c'est possible, ça? C'est toute l'astuce. Promptflex en lui-même est très simple. Il a juste assez de code pour appeler l'API Gemini et lui demander une seule chose. Laquelle? En gros, réécris mon propre code, mais fais-le d'une manière complètement différente, rends-le méconnaissable. Il lui demande de le camoufler. Et l'IA, elle, s'exécute. Ah, c'est dingue. Et la conséquence, c'est que à chaque fois qu'il est lancé, c'est une nouvelle version. Exactement. À chaque exécution sur une nouvelle machine, ou même sur la même, il génère une version de lui-même qui est totalement unique, qui n'a jamais été vue auparavant. Donc c'est un peu comme si la police avait le portrait robot d'un suspect, mais à chaque fois qu'elle le croise dans la rue, Il a un visage différent. voilà. Le portrait robot devient totalement inutile, les systèmes de sécurité qui cherchent des signatures de virus. Ils sont perdus. Complètement perdus. C'est l'analogie parfaite. On appelle ça la génération en temps opportune. Le malware n'est plus un produit fini, c'est un processus en création permanente. D'accord. Et l'IA, elle joue deux rôles clés là-dedans. Le premier, c'est ce qu'on appelle en jargon l'obfuscation dynamique. Un terme un peu barbare, ça veut dire quoi en simple? Ça veut dire brouiller les pistes en permanence, quoi. L'IA réorganise le code, elle change le nom des fonctions, elle ajoute des étapes inutiles. Le résultat fait la même chose, mais sa structure est si différente que pour un antivirus, c'est un programme totalement nouveau et inconnu. C'est le camouflage, le changement de visage. Et vous parliez d'un deuxième rôle? Oui, et c'est peut-être le plus redoutable, c'est l'adaptation à l'environnement. Le malware ne fait pas que changer d'apparence. Il fait quoi d'autre? Il analyse le système sur lequel il vient d'atterrir. Est-ce que c'est un Windows, un Linux, un serveur d'entreprise? Et en fonction de ça, il va demander à l'IA quelque chose de très précis. Du genre? Du genre, génère-moi un script pour voler les mots de passe du navigateur sur ce Windows 11-là avec cette configuration précise. L'attaque n'est plus générique, elle est taillée sur mesure, en temps réel. On est loin, très loin du virus statique qu'on peut analyser et bloquer. C'est un prédateur qui s'adapte à sa proie. C'est un vrai casse-tête. Mais d'après ce que je lis, se cacher, ce n'est que la moitié du problème. Tout à fait. Promptflux, c'est l'art de l'évasion, le maître du camouflage. Mais il y a un deuxième volet, qui est l'art de l'exploitation. Et là, on parle d'un autre exemple du rapport Prompt-Steal. Prompt-seal, d'accord. Donc, si on continue l'analogie, Promptflux, c'est le cambrioleur invisible, et Prompt-steal, c'est l'expert qui, une fois dedans, sait exactement quoi voler et comment le faire le plus vite possible. C'est exactement ça. Prompt-Steal, c'est un extracteur de données.
Il utilise les grands modèles de langage pour rendre le vol à la fois automatique et hyper efficace. Le mécanisme est d'une simplicité presque déconcertante. Une fois qu'il est sur le système, il peut envoyer une instruction à une IA, mais en langage naturel, comme si on parlait à quelqu'un. Vous avez un exemple concret de ce qu'il pourrait demander? Bien sûr, imaginez que le malware envoie cette requête. Analyse tous les fichiers de cet ordinateur, trouve-moi les documents financiers des 3 derniers mois, récupère les identifiants de connexion au service cloud, compresse tout ça dans une archive avec un mot de passe et prépare-la pour que je la récupère discrètement. Et l'IA, elle fait ça, sans se poser de questions. Pour l'IA, ce n'est qu'une suite de tâches techniques. Elle ne comprend pas l'intention malveillante derrière la demande. Elle voit juste une instruction. Oui, et grâce à sa connaissance immense des systèmes d'exploitation, elle génère la suite de commandes la plus efficace, la plus optimisée et la plus discrète pour le faire. C'est une automatisation quasi parfaite du vol de données, une phase qui, avant, demandait une vraie expertise manuelle et beaucoup, beaucoup de temps à un pirate. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est que le rôle du cybercriminel change complètement. Il n'a presque plus besoin d'être un expert technique pointu. Vous mettez le doigt sur un point crucial. Il devient une sorte de chef d'orchestre qui donne des ordres en français courant à une IA surpuissante et c'est elle qui fait tout le sale boulot. Le niveau de compétence requis pour lancer une attaque hyper sophistiquée vient de chuter, mais de façon drastique. C'est un changement de compétence radical. Et quand on met les deux cas ensemble, PromptFlox et PromptSteal, on voit le duo infernal se dessiner. L'un utilise l'IA pour entrer sans être vu et l'autre l'utilise pour piller intelligemment une fois à l'intérieur. Bon, le tableau est assez sombre, on ne va pas se mentir. On a un ennemi qui change de visage et qui agit avec une précision chirurgicale. La question qui brûle les lèvres, c'est comment on combat ça. Nos antivirus classiques ont l'air d'être des arcs et des flèches face à un drone furtif. L'image est bonne. Et la réponse est un peu là-dedans. On ne combat pas un drone avec un arc. Face à une menace adaptative, il faut une défense qui soit elle aussi adaptative. D'accord. Mais en pratique, une défense adaptative, ça ressemble à quoi? Quelles sont les pistes? Il y a 3 grands axes de défense qui se dégagent. Le premier, c'est la sécurité directement au niveau des API des modèles de langage. Les entreprises qui créent ces IA, comme Google, OpenAI et les autres. Elles ont une responsabilité énorme. Immense. Elles doivent être la toute première ligne de défense. Il faut entraîner les modèles non seulement à répondre, mais aussi à reconnaître et à refuser de générer du code qui sent le soufre. J'imagine que c'est un jeu du chat de la souris. Les attaquants trouveront toujours un moyen de déguiser leurs demandes. Bien sûr que c'est. C'est pour ça que ce n'est pas suffisant. Le deuxième pilier, et c'est peut-être le plus important, c'est un vrai changement de philosophie. La détection comportementale, c'est-à-dire... Au lieu de se demander qu'est-ce que ce programme fait, en regardant sa signature, on doit se concentrer sur que fait ce programme. son comportement. Donnez-nous un exemple concret pour qu'on comprenne bien la différence. Ok, prenons un logiciel de comptabilité, tout à fait légitime. Il n'a aucune raison, mais vraiment aucune raison de contacter une API d'IA externe pour lui demander de réécrire une partie de ses propres fichiers. C'est un comportement totalement anormal. Ah, je vois. Le système de détection ne se demande pas si le logiciel est connu ou pas. Non, il s'en fiche, il voit cette action, il la juge hautement suspecte et il la bloque immédiatement, avant même que le code malveillant ne soit généré. On ne chasse plus le coupable, on chasse l'acte suspect. On passe d'une logique d'identité à une logique d'action. C'est beaucoup plus dynamique. Et le troisième axe? La sécurité identifie une nouvelle tactique, cette info doit être partagée quasi instantanément avec tout l'écosystème. Pour que tout le monde puisse mettre à jour ses défenses en même temps. C'est la seule façon de s'adapter assez vite face à une menace qui, elle, évolue à la vitesse d'une requête API. Ok. Si on met tout ça bout à bout, le message est assez clair. On a d'un côté des malwares caméléons, comme PromptFlux, de l'autre des outils comme PromptSteal qui simplifient le vol de données, et en face, une défense qui doit devenir plus intelligente, se focaliser sur les comportements et jouer collectif. C'est une très bonne synthèse. On est vraiment entré dans une nouvelle ère. Alors que faut-il en retenir au final? Pour moi, le point essentiel, c'est que l'IA n'est fondamentalement ni bonne ni mauvaise. C'est un amplificateur de capacités, extraordinairement puissant. Oui, pour les défenseurs comme pour les attaquants. La course aux armements en cyber est bel et bien relancée. Absolument. Et pour conclure, peut-être avec une dernière idée à méditer. Jusqu'à présent, on a parlé de malware qui utilise une IA externe. Il passe un coup de fil à un grand cerveau centralisé, comme Gemini, pour avoir de l'aide. D'accord.
La prochaine étape logique, et la plus inquiétante, ce serait un malware qui intégrerait son propre modèle de langage. Un cerveau plus petit, spécialisé, mais directement embarqué dans son code. Il serait autonome, complètement autonome, capable de prendre des décisions complexes, sans jamais se connecter à un serveur externe, sans laisser de traces. Et là, on ne parlerait plus d'une menace qui s'adapte, mais d'une menace qui pense, par elle-même. Et la vraie question, c'est comment se défend-on contre ça?